Bonjour à tous. J'espère que le petit délai pour pouvoir se connecter correctement vous aura pas fait fuir. Alors, aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais essayer de vous présenter dans les grandes lignes l'actualité depuis ces 3-4 derniers mois, sachant que bien évidemment, ce sont que des grandes lignes parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, vous le voyez à l'écran, on va aborder les mesures exceptionnelles concernant la période de Covid-19, bien évidemment l'activité partielle, le système de monétisation des congés payés, quelques mots sur le projet de loi de finances 2021, sur celui de la sécurité sociale en 2021 également, ainsi que tous les autres enjeux RH importants et quelques arrêts de jurisprudence. Donc, en ce qui concerne les mesures exceptionnelles concernant le Covid-19, eh bien, suite au, c'est très récent, parce qu'au mois de septembre, ça a beaucoup bougé. Donc, il y a eu un communiqué de presse qui est venu confirmer qu'effectivement, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui vont être qui ont été obligées depuis ces 2 dernières semaines de fermer administrativement, et celles faisant l'objet de restrictions d'horaire, notamment, eh bien, vous le savez, les bars, les restaurants, etc., et qui subissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%, eh bien, toutes ces entreprises pourront bénéficier d'une exonération de cotisation sociale pendant la période de fermeture ou la restriction d'horaire. Et pour toutes celles qui indirectement feront l'objet d'une telle restriction, enfin directement l'objet d'une telle restriction, mais qui auront perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires, eh bien, elles pourront faire l'objet d'une remise ou d'un report de cotisation. Bien plus, d'autres mesures sont prises, bien évidemment, en ce qui concerne toutes ces entreprises qui subissent la restriction d'accueil au public. Eh bien, il y aura une prise en charge à 100% en ce qui concerne les versements de l'activité, du régime d'activité partielle pour les salariés. Et donc, les salariés, leur indemnisation sera maintenue pendant cette période, bien entendu, au niveau garanti, et dans la limite de 4,5 SMIC. L'exonération de cotisation sociale, nous venons d'en parler, pour toutes celles qui auront carrément une exonération ou un report. Et puis, autre mesure également, avec un renforcement du fonds de solidarité. Et donc, pour toutes les entreprises qui doivent être fermées ou qui ont une restriction une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 80%, en principe, l'État s'engage et prendra sur le fonds de solidarité en charge la perte jusqu'à 10 000 euros par mois dans la limite de 60% du chiffre d'affaires. Donc, les aides sont bien évidemment renforcées, vous vous en rendez compte, et elles devraient perdurer jusqu'à la fin de la période de crise sanitaire. Ensuite, autre information qui peut toucher ou qui a peut-être dû vous toucher depuis le début de la rentrée scolaire par rapport à vos salariés qui seraient dans l'obligation de garder les enfants à domicile. Le gouvernement a rétabli l'activité partielle pour cette garde d'enfants, mais c'est un petit peu plus compliqué pour l'obtenir pour les salariés en question, puisque d'une part, ce système ne bénéficie qu'aux salariés qui justifient, en déclarant sur l'honneur bien sûr, mais que d'une part, ils ne peuvent pas faire du télétravail, ils ne sont pas éligibles au télétravail, que deuxièmement, le conjoint éventuellement ne peut pas bénéficier de cette activité partielle, donc il est le seul parent à pouvoir garder l'enfant, et il faut remettre à l'employeur un justificatif qui atteste de la fermeture
de l'établissement scolaire ou de la crèche et un document de la sécurité sociale qui atteste que l'enfant a été identifié comme cas contact. Donc, le salarié doit remettre ces éléments à son employeur et l'employeur doit garder ces éléments au dossier du salarié en cas de contrôle de l'administration. C'est-à-dire que si vous faites une demande, bien évidemment, de prise en charge au titre de l'activité partielle, vous êtes pour ce salarié-là, vous êtes susceptible d'être contrôlé à un moment donné pour savoir si vous y aviez bien droit. Si vous ne disposez pas de la déclaration sur l'honneur du salarié, du justificatif qui atteste de la fermeture de l'établissement ou de la crèche et du document de la sécurité sociale, eh bien, l'indemnisation pourrait être remise en cause. J'espère que j'ai été assez claire. Autre mesure concernant le Covid-19 toujours. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont bénéficié cet été, mais sachez que normalement, la sécurité sociale offrait une subvention prévention Covid afin d'aider les PME et TPE pour s'équiper, notamment par l'achat de matériel, etc., qui favorise bien évidemment la mise en place de mesures barrières, de distanciation physique et de mesures d'hygiène et de nettoyage. Donc cette aide devait prendre fin au 31 juillet. Elle a été prorogée. Elle est ouverte à nouveau aux entreprises de moins de 50 salariés et jusqu'à épuisement du budget. Donc, depuis le 1er octobre, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site amélie.fr entreprise afin de remplir le formulaire pour demander cette aide. Alors, sachez en revanche que, bien évidemment, il y a une dépense plancher, manifestement, et une dépense plafond pour bénéficier de cette subvention pour pouvoir équiper vos entreprises ou vos bureaux. Enfin, pas enfin, non, pour continuer, un extrait de questions-réponses sur le protocole sanitaire en entreprise et par rapport notamment à l'obligation de porter le masque via, à savoir comment est-ce que vous, employeur, vous pouvez mettre en place ce port de masque qui désormais est obligatoire, notamment dans les lieux clos et couverts. Alors, la question-réponse du ministère qui a été publiée sur le ministère du Travail vient dire l'urgence est en l'espèce caractérisée et vous, employeurs qui ne disposez pas de règlement intérieur, vous avez tout à fait la possibilité, et c'est même une obligation, de prendre une note de service ou d'information et pour permettre l'application immédiate de ce port de masque et d'en informer bien évidemment vos salariés. Donc, il faut impérativement aujourd'hui que vous puissiez justifier, et ça vaut pour l'avenir, parce que si jamais il y a des contentieux qui naissent sur l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail, il faut que vous soyez faut que vous soyez en mesure, de justifier que vous avez bien pris les dispositions qui s'imposaient, que vous avez bien notifié à vos salariés l'obligation de porter le masque, en détaillant les circonstances les circonstances de ce port de masque et cette obligation. Pour les entreprises qui disposent d'un règlement intérieur, en revanche, une adjonction d'une note de service, eh bien, vous devez respecter malgré tout, malgré l'urgence, la procédure habituelle, à savoir que vous devez consulter votre CSE et également transmettre cette note de service qui est une adjonction au règlement intérieur à l'administration. Je vous invite très honnêtement à respecter cette procédure par rapport à la mise en place de l'obligation de port du masque dans l'entreprise.
parce que sans celle-ci, il sera assez compliqué en cas de non-respect de port de masque de pouvoir prononcer une sanction. Alors, vous pourrez bien évidemment toujours la prononcer, mais le salarié serait à la limite autorisé à contester en disant que il n'avait pas été informé correctement de cette obligation de porter le masque. Donc, ce sera plus compliqué pour justifier la sanction. En ce qui concerne le télétravail, en revanche, beaucoup de questions se posent sur est-ce que le télétravail, en cette période actuelle, on peut l'imposer, pas l'imposer? Est-ce qu'il faut justifier le fait que nous, employeurs, on n'a pas envie que nos salariés soient en télétravail? Est-ce que le salarié en question peut imposer d'être en télétravail? En fait, la question-réponse qui a été publiée sur le site du ministère du Travail apporte quelques éclaircissements et on vient vous dire, en fait, ça reste un mode d'organisation recommandé en ce qui participe à la démarche de prévention du risque d'infection et permet de limiter l'affluence dans les transports en commun. Donc, on est toujours sur cet état d'esprit, bien évidemment, dès que le télétravail est possible, eh bien, il faut le favoriser. Et est-ce que, en revanche, vous, employeurs, bien évidemment, vous n'avez pas l'obligation de l'accorder aux salariés qui le demandent, sauf, on vous dit, recommandation expresse des autorités à raison du contexte sanitaire. Bon, alors ça veut dire que, en gros, on ne peut pas vous obliger à accepter le télétravail, mais on vous le recommande très fortement. Ce qui veut dire que si vous refusez le télétravail, vous devez motiver votre refus. Et moi, j'irai un petit peu plus loin. Comme vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de vos salariés et qu'au surplus, c'est une obligation de résultat et non de moyens, eh bien, si jamais, alors que le poste en question est totalement éligible au télétravail, que vous l'avez refusé, que vous n'aviez pas de bonnes raisons de le refuser et que le salarié est contaminé, il pourrait venir rechercher votre responsabilité. Donc, soyez prudent dans le refus d'accorder le télétravail lorsque le poste est éligible et en tout cas, assurez-vous que les conditions de transport, par exemple, de votre salarié en question ou les conditions dans lesquelles il vient se rendre sur son lieu de travail, eh bien, respectent toutes les mesures sanitaires pour pouvoir le protéger au maximum. Voilà. Je reste bien évidemment à votre disposition en fin de présentation si vous avez des questions, notamment sur ce sujet. Autre mesure concernant les entreprises qui sont touchées par notamment les fermetures, etc., les nouvelles mesures de réduction d'horaire ou de fermeture, sachez que pour toutes les, c'est jusqu'à jeudi, mais pour toutes les cotisations qui étaient éligibles au 5 octobre, eh bien, elles ont été reportées juste sans demande préalable jusqu'au 15 octobre. Ça fait pas beaucoup de marge, je vous l'accorde. Ça valait à peine la peine d'en parler, mais j'ai quand même voulu le préciser. Et puis, pour les autres qui ne sont pas concernés par cette fermeture, eh bien, vous pouvez également bénéficier du report, mais sur demande. Bien évidemment, en cas de report, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de majoration. En tout cas, ça ressort d'une circulaire de la cause. Autre mesure concernant cette fois-ci les apprentis, et là on est sur un décret du 24 août dernier. Vous savez bien évidemment que là les apprentis, pour eux aujourd'hui c'est assez compliqué pour trouver des maîtres de stage donc, et conclure des contrats d'apprentissage. Donc il y a eu des mesures toutes particulières qui ont été prises et qui permettent
aux apprentis de commencer leur formation en CFA sans avoir conclu de contrat d'apprentissage avec un employeur. Et ça, c'est valable pendant 6 mois. Et ils vont percevoir une prise en charge forfaitaire à hauteur de 500 € par mois passés en formation sans employeur pour le moment. Mais bien évidemment, il va falloir quand même qu'à un moment donné, ils arrivent à trouver un contrat d'apprentissage. On passe cette fois-ci sur l'activité partielle. Petite modification par rapport à ce qui se passait depuis quelques mois. Lorsque vous avez besoin à nouveau de soit faire une demande d'autorisation d'activité partielle ou de prolongement si vous n'aviez pas prévu celle-ci jusqu'à la fin de l'année, eh bien, sachez que depuis le 1er octobre dernier, la directe doit répondre à votre demande d'autorisation dans un délai de 15 jours et non plus de 48 heures. Donc, il dispose à nouveau d'un délai de 15 jours pour répondre à votre demande. Et pour rappel, lorsque la directe ne répond pas expressément dans le délai de 15 jours, eh bien, elle est censée avoir accepté votre demande de manière implicite. Donc, pas de réponse sous 15 jours, ça veut dire accord de votre demande. On n'est plus sur 48 heures. Ensuite, toujours sur l'activité partielle, on a beaucoup de textes sur l'activité partielle. Je vous ai mis, pour résumer, activité partielle égale 70% de la rémunération brute. Donc, ce dispositif devait prendre fin au 30 septembre et finalement, ça a été reporté au 31 octobre et ça va être reporté manifestement jusqu'à la fin de l'année. Donc, pas de modification pour le moment. L'allocation qui est versée aux salariés en activité partielle dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, etc., eh bien, sans autre condition, ils bénéficient de 70% de la rémunération brute. Et pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l'activité est dépendante du tourisme, de l'hôtellerie, etc., eh bien, à condition qu'ils aient subi une diminution de leur chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le 15 mars et le 15 mai, eh bien, c'est pareil. Ils bénéficient de 70% de la rémunération brute. Et pour tous les autres employeurs qui ne relèvent pas des secteurs précités, mais qui accueillent du public et qui sont contraints de stopper leur activité, donc fermeture à nouveau des bars, des restaurants, en tout cas, eh bien, c'est pareil, ils vont pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Donc, le zéro reste à charge pour les activités, bien normalement, c'est jusqu'à la fin de l'année et on attend le décret. Et j'ai vérifié il y a à peu près 2 heures la presse spécialisée. Pour l'instant, le décret n'est pas sorti. Autre notion concernant l'activité partielle, l'APLD. Ça s'appelle l'activité partielle de longue durée. C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par la loi du 17 juin dernier et par un décret du 28 juillet. Et c'est un dispositif qui permet aux entreprises de réduire leur activité de façon durable tout en maintenant l'emploi. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, cet été, ont eu le temps de conclure un accord parce qu'il faut soit un accord d'entreprise, soit un accord de branche pour pouvoir mettre en place cette activité partielle de longue durée. Mais sachez qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le taux de prise en charge et finalement, un décret du 29 septembre 2020 est venu dire qu'il y aurait maintien du taux de prise en charge des indemnités à hauteur de 60% et non de 56% comme c'était prévu. Donc, tous les employeurs qui seront couverts par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche et qui auront transmis cet accord entre le 31 juillet 2020 et le 30 juin 2022, donc on voit loin, hein, les effets de la crise, on les voit à 1 an, 2 ans, eh bien, pourront bénéficier de ce taux de prise en charge à hauteur de 60%. Et puis finalement, ils ont également assoupli les sanctions en cas de non-respect des engagements.
puisque pour pouvoir bénéficier de cette activité partielle longue durée, eh bien évidemment, vous devez prendre des engagements en termes de maintien de l'emploi des salariés. Sachez également que cette activité partielle longue durée s'adresse aux employeurs qui doivent réduire l'activité, mais sans la fermer totalement, puisque les salariés doivent continuer à travailler à hauteur de 60% de leur temps de travail par rapport à la durée légale. Donc, c'est pour une réduction de l'activité de l'entreprise sans notification de rupture de contrat de travail, bien évidemment. Et la contrepartie, c'est une prise en charge des 40% non travaillés par l'État. De même, la COS et les URSSAF sont venus préciser le régime social de l'indemnité légale qui est versée. Et on vient vous dire, eh bien, à partir du moment où l'indemnité est un revenu de remplacement, elle est exclue de l'assiette de cotisation et de contribution de sécurité sociale. Et en revanche, elle est soumise à la CSG-CRDS. Bon. Et ça, bien évidemment, dans une limite par rapport au SMIC, et donc jusqu'à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, comme la plupart des indemnités d'activité partielle aujourd'hui. Et si vous versez une indemnité complémentaire par rapport à l'indemnité légale, eh bien, de même, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC, si l'indemnité globale excède 3,15 SMIC, il n'y aura pas de cotisation sociale de droit commun. La part de l'indemnité complémentaire, voilà, il n'y aura pas de cotisation, sauf pour qui excédera cette limite. Et pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 SMIC, eh bien, la part de l'indemnité globale excédant 3,15 SMIC sera soumise en revanche aux cotisations et contributions de droit commun. Et pour l'instant, ce régime, il est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. J'espère que j'aurai été assez claire sur ces sujets un petit peu complexes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a l'allocation d'activité partielle classique, 70% de la rémunération. Lorsqu'on passe sur un système d'allocation, d'indemnisation en termes d'activité partielle longue durée, on est sur du 60%, avec des régimes concernant les cotisations différents en fonction de l'allocation qui est versée et du plafond du revenu du salarié. Autre chose, la monétisation des jours de repos. Alors, cette monétisation des jours de repos, c'est un système qui existe depuis peu de temps, puisque ça a été mis en place dans le cadre justement de la crise sanitaire. Et ce mécanisme, il est issu de la loi du 17 juin 2020 qui vient dire, c'est clair, l'employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération. Donc, ça veut dire que ça s'adresse quand même à une certaine catégorie, notamment dans les conventions collectives qui, ne serait-ce que par exemple la métallurgie, où les salariés, les cadres qui sont en activité partielle, eh bien, ils bénéficient de leur rémunération intégrale. Donc, on vient dire, à partir du moment où ces salariés-là auraient des jours de repos conventionnels, donc par exemple jours d'ancienneté, ou de congés annuels au-delà des 24 jours légaux, donc la 5e semaine des congés, eh bien, l'employeur peut imposer aux salariés de les affecter à un fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité, il va servir à quoi ? Il va servir à compenser la diminution de rémunération qui va être subie par les autres salariés qui, eux, sont également placés en activité partielle et qui ne bénéficient pas du maintien de salaire. Donc, c'est comme une mutualisation des jours de repos, en fait, des jours de congé. Et de son côté, le salarié qui, lui, serait placé en activité partielle,
À partir du moment où il voudrait compenser sa diminution de rémunération, il peut demander aussi la monétisation de ses jours de repos. Donc, c'est soit les salariés donnent des jours de repos, soit, bien évidemment, le salarié qui en dispose, eh bien, en lieu et place de les garder dans son panier de congés, il les monétise pour pouvoir compenser sa baisse de rémunération suite à sa mise en activité partielle. Donc, comment ça se passe au niveau de l'URSSAF? Le régime social, eh bien, c'est simple. L'URSSAF a émis une règle. Elle en déduit que la somme globale perçue par le salarié, donc indemnité d'activité partielle plus la monétisation des jours de congé, si la somme totale ne dépasse pas 3,15 SMIC, eh bien l'intégralité de la somme est considérée comme un revenu de remplacement et est donc soumise au régime social. Donc, pas de cotisation, exclusion de l'assiette de cotisation et de contribution. En revanche, on applique la CSG-CRDS. Si la somme globale perçue dépasse ce seuil de 3,15 SMIC, eh bien la partie excédentaire sera, par contre, est considérée comme un revenu d'activité et sera donc soumise à cotisation et à contribution sociale dans les conditions de droit commun. Voilà comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si il y a beaucoup d'entreprises qui ont actuellement mis en place ce système de mutualisation et de monétisation des jours de repos. Mais en tout cas, sachez que le régime social s'applique de cette manière pour le moment. Quelques grandes lignes concernant le projet de loi de finances 2021. Alors, j'ai pas tout mis, honnêtement, parce que il y a beaucoup de dispositions qui vont être prises dans ce projet de loi de finances 2021. Sachez que les grandes lignes concernent bien évidemment la poursuite des chantiers en cours, comme contribuer à former les demandeurs d'emploi et de jeunes sans qualification, ou encore la généralisation des emplois francs, ou le financement de l'aide aux postes en entreprise adaptée et les programmes régionaux d'insertion des travailleurs handicapés. L'accent est mis énormément sur pour favoriser l'insertion des travailleurs handicapés et également une extension de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, où jusqu'à présent on avait 10 territoires qui étaient concernés et le projet de loi envisage que 50 territoires sur l'Hexagone soient concernés par ce dispositif pour une durée d'au moins 5 années. Pour permettre de sortir les chômeurs de longue durée de cette situation. Ensuite, dans le projet de loi de finances, il y a bien évidemment extension des aides temporaires à l'embauche et notamment se précise la fameuse aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans où pour toute embauche faite soit en CDI, soit en CDD de plus de 3 mois entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, eh bien, le montant de l'aide pourrait être de 4 000 € maximum sur un an pour un jeune salarié à temps plein. Donc, bien évidemment, comme l'aide est versée trimestriellement, il faut que le contrat ait duré de plus de 3 mois, bien évidemment. Et puis, également, une aide concernant l'embauche d'alternants qui, elle, serait pouvant aller jusqu'à 8 000 € pour toute embauche entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Et ça, bien évidemment, c'est pour inciter à l'embauche des jeunes en apprentissage et en professionnalisation pour la première année. Voilà les grandes lignes du projet de loi de finances 2021. En ce qui concerne le projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous avez dû tous en entendre parler puisque c'est une des dispositions principales, c'est l'allongement du congé paternité et d'accueil du jeune enfant. Alors, on s'oriente vers un congé
qui sera égal à 28 jours à partir du 1er juillet 2021, jusqu'à 32 jours en cas de naissance multiple, contre 11 et 18 aujourd'hui. Alors, comment se découle? En revanche, les modalités de prise de ce congé de paternité vont être modifiées par rapport au système actuel, puisqu'on s'oriente de manière très certaine vers une partie qui sera rendue de toute façon obligatoire, avec interdiction pour l'employeur d'employer le salarié pendant une période de 7 jours immédiatement après la naissance de l'enfant. Donc, ça veut dire que le salarié aujourd'hui a déjà droit à, la plupart du temps, à 3 jours de congé naissance, 3 jours ouvrés. Donc, avec un samedi dimanche, ça fait 5. Plus derrière, il aurait droit à 7 jours accolés au congé naissance. Et la seconde période, qui, elle, serait de 3 semaines, eh bien, elle pourrait être prise soit immédiatement après, si c'est le souhait du salarié qui en fait la demande, ou dans un délai qui, pour l'instant, n'est pas encore connu. Alors, avant, l'ancien système, c'était dans un délai de 4 mois. On peut imaginer que ça puisse se caler sur la même durée. Mais on en saura un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Autre disposition du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021, tout le monde en a entendu parler également, eh bien, c'est une revalorisation des salaires des personnels, notamment dans les EHPAD, 90 € par mois dès septembre 2020 et 93 € supplémentaires à compter de mars 2021. Alors, toutes ces mesures, bien évidemment, ont un impact sur les finances publiques qui se chiffrent en milliards d'euros. Pour l'instant, ce sont des projets. Bien, on va voir comment ça évolue dans les mois à venir. Les autres enjeux RH. Petite information concernant les entreprises d'au moins 10 salariés. Désormais, vous avez jusqu'au 1er décembre pour ouvrir un compte AT-MP, puisque à compter du 1er janvier 2021, la notification dématérialisée de la décision qui fixe le taux de cotisation d'accident du travail et de maladie professionnelle sera obligatoire pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Donc, vous devez ouvrir un compte pour permettre sur le portail Net Entreprise pour pouvoir permettre cette notification dématérialisée. Donc, ne pas oublier de le faire. Ensuite, reconnaissance de la maladie professionnelle de la Covid-19. Et a priori, à partir du moment où les personnels concernés qui travaillent dans le secteur de la santé au sens large auront été victimes d'une infection respiratoire grave avec recours à l'oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire, eh bien, pourront faire une déclaration de maladie professionnelle. Et donc, on a un nouveau tableau de maladie professionnelle qui est le tableau numéro 100 pour le régime général de la sécurité sociale et le numéro 60 pour le régime agricole, où désormais cette affection pourra être reconnue comme maladie professionnelle. Le délai de prise en charge, bien évidemment, il sera de 14 jours, puisque manifestement, c'est le délai qui est retenu pour avoir justifié d'avoir été infecté par la Covid-19. Et pour toutes les autres assurés du régime général ou agricole qui ne sont pas visés par le tableau, ou pour ceux qui ne remplissent pas les conditions qui sont prévues par le tableau, eh bien, rien ne les empêche de faire une demande de reconnaissance également au titre de la maladie professionnelle, mais ça se passera en comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, comme pour les autres maladies professionnelles pour lesquelles les salariés n'entrent pas dans les conditions qui sont fixées par les tableaux. Et sachez que manifestement, la CNAM a confié à un comité unique cette mission d'étudier les dossiers pour reconnaître les maladies professionnelles afin que les demandes soient traitées le plus rapidement possible.
Alors voilà pour tout ce qui était un petit peu actualité légale. J'ai été un petit peu vite parce qu'on avait du retard, ça c'est clair, mais je ne veux pas empiéter sur les conférences qui vont suivre. Mais également, il n'était pas possible de détailler l'ensemble des mesures qui sont en train d'être prises. Pour l'instant, on a beaucoup de projets, rien n'est vraiment arrêté. Donc, ça va demander qu'on puisse éventuellement revenir sur les sujets de manière un peu plus précise d'ici la fin de l'année pour qu'on ait les textes dans leur globalité. J'ai malgré tout choisi de vous présenter quelques arrêts de jurisprudence, ou notamment un tout récent du 30 septembre dernier qui vient dire que l'employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié si cette production est indispensable à l'exercice de son droit et à la preuve que du coup l'atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi. Donc ça c'est un arrêt qui est intéressant parce que jusqu'à présent, lorsque les salariés utilisaient leur compte privé Facebook pour soit dénigrer l'entreprise, soit divulguer des informations, la plupart du temps on ne pouvait pas s'en servir. Aujourd'hui, la Cour de cassation vient dire que à partir du moment où où l'exigence de la protection des droits de la défense est importante et justifiée, eh bien, l'employeur peut se servir d'éléments liés à la vie privée, et notamment des comptes Facebook. Autre point sur lequel il faut que vous fassiez très attention. Promesse d'embauche égale contrat de travail. Faites attention à ça. On a un arrêt également tout récent de la Cour de cassation et moi j'ai toujours alerté mes clients sur le danger de la promesse d'embauche. C'est vrai qu'à partir du moment où on propose un engagement qui précise l'emploi, la rémunération, la date d'entrée, eh bien, et que en fait, on ne prend pas la précaution de mettre que c'est sous réserve de l'acceptation sous tel délai du candidat, eh bien, sachez que ça vaut promesse d'embauche irréfragable et que ça vaut même contrat de travail à partir du moment où le salarié n'a pas refusé expressément l'offre. Et faites attention également lorsque vous la faites par courriel. On peut se dire par mail, c'est pas aussi officiel que par un courrier. Eh bien, sachez que si, malheureusement, un courriel égale un courrier. Donc, à partir du moment où vous faites une promesse d'embauche, soyez prudent et pour moi, il faut impérativement que vous preniez la précaution de la faire sous réserve de l'acceptation, sous tel délai. À défaut, vous êtes engagé par cette promesse d'embauche. Également, une petite info qui concerne la rupture conventionnelle. Sachez qu'on ne prend pas toujours la précaution de le faire parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu l'idée qu'un salarié pouvait être de mauvaise foi à ce point-là et venir dire qu'il n'avait pas reçu son imprimé CERFA et d'ailleurs éventuellement le protocole annexe qui l'accompagne. Et là, on est dans le cas où un salarié vient dire qu'il n'a jamais reçu l'exemplaire de la rupture conventionnelle qu'il a signée. Et à partir du moment où la remise de cet exemplaire est nécessaire à la fois pour lui permettre de demander l'homologation et de garantir que son consentement a été totalement libre et éclairé, eh bien, pour pouvoir lui permettre éventuellement d'exercer son droit de rétractation, eh bien, il s'ensuit que si vous, employeur, vous n'avez pas la preuve, vous n'êtes pas ménagé la preuve que vous lui avez bien remis les documents, eh bien, la convention de rupture, elle est nulle. Donc, soyez prudent aujourd'hui lorsque vous faites une rupture conventionnelle et ménagez-vous la preuve par un écrit annexe ou dans le cadre de du protocole, rajoutez un paragraphe selon lequel le salarié reconnaît qu'il a reçu au cours de l'entretien à telle date l'imprimé CERFA signé des deux parties et le protocole en question. Et comme ça, vous aurez la preuve que vous lui avez bien remis le document. Ensuite, une autre info qui concerne l'accès à la boîte, aux messageries instantanées.
sur les boîtes professionnelles, eh bien, pareil, à partir du moment où on a des salariés qui échangent via des messageries personnelles et instantanées à l'aide de leur ordinateur professionnel, et dès lors que ces échanges ont été simultanément transférés sur sa boîte de messagerie professionnelle, sans être identifiés comme étant personnels, eh bien là encore, vous avez la possibilité de vous en servir et d'invoquer leur contenu au soutien d'une procédure disciplinaire et éventuellement d'une mesure de licenciement si jamais les propos peuvent être injurieux, dénigrants, etc. Et je n'ai pas mis un autre arrêt de jurisprudence, mais qui est important aussi, et ce sera le mot de la fin. En matière toujours de rupture conventionnelle en cette période de Covid, sachez qu'il y a beaucoup de ruptures conventionnelles par rapport aux salariés qui ne se sentent pas de revenir travailler, qui sont en arrêt maladie parce que atteints d'infection qui pourrait éventuellement être importante en cas d'infection au Covid-19. Et vous avez certains employeurs qui ont refusé éventuellement ou qui ont critiqué les arrêts maladie ou qui ont refusé les certificats d'isolement. Donc, ça s'est traduit par des ruptures conventionnelles. Sachez qu'aujourd'hui, la Cour de cassation vient reconnaître la nullité des ruptures conventionnelles lorsque le salarié était en état de fragilité extrême et notamment par rapport à son état de santé ou qu'il soit physique ou moral. Donc, méfiez-vous des ruptures conventionnelles qui pourraient être sollicitées dans ce cadre parce que, en cas de contestation par le salarié, aujourd'hui, les juridictions ont tendance à prononcer la nullité des ruptures conventionnelles. Et lorsque c'est lié à l'état de santé, sachez que ça n'emporte pas les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul. Et les indemnités, les dommages et intérêts qui sont octroyés aux salariés, eh bien, n'ont rien à voir avec le barème Macron, mais bien avec un licenciement nul. Et ça peut se chiffrer en fonction de la durée entre le moment où la rupture a eu lieu et la décision définitive du contentieux. Donc, parfois, les salariés peuvent obtenir entre 1 et 2 ans de salaire, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ça a été clair, que vous avez quand même eu des informations qui vont pouvoir être applicables dans l'entreprise au quotidien. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, je reste à votre disposition. Bonne fin de journée. Ah, merci à Allô? tous. Oui. Oui, alors, je vais mettre les informations. Alors, je vais répondre aux petites questions. Donc, pour récupérer la présentation, vous pouvez la retrouver dans votre espace et la vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Proxiteam. Et pour retrouver la présentation, vous pouvez vous connecter à votre espace client My Apogea. Et à partir de la semaine prochaine, la conférence a été enregistrée et sera